Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au titre de l'actualité aujourd'hui, visite d'État de 3 jours du président tanzanien, Grande-Bretagne, écrasante victoire pour David Cameron et les conservateurs. Espagne, un avion militaire Airbus A400M s'est écrasé dans le sud du pays. Insolite, une maison de 300 mètres carrés conçue pour voler dans les airs. Nous débutons ce journal avec la visite d'État de 3 jours du président tanzanien Jakaya Mrisho Kikwete ce samedi en Algérie, à l'invitation du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah. Cette visite, qui vient renforcer les relations traditionnelles de fraternité et de solidarité entre l'Algérie et la Tanzanie, offrira l'occasion de procéder à une évaluation exhaustive de la coopération bilatérale et d'examiner les voies et moyens de l'approfondir et de développer un partenariat mutuellement avantageux, a précisé la même source dans un communiqué. Les entretiens qui se dérouleront entre les deux chefs d'État leur permettront également de passer en revue les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment au niveau du continent africain où les deux pays jouent un rôle de premier plan en faveur de la paix, du développement et de l'intégration continentale, conclut le communiqué. Côté économie, le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine des technologies de l'information et de la communication a été au centre des discussions entre Zohra Derdouri et l'envoyé spécial du Premier ministre britannique pour la promotion du partenariat économique avec l'Algérie, Lord Richard Risby. La ministre a souligné lors de l'audience qu'elle a accordée à M. Risby qu'il existait une volonté politique chez les deux pays pour la concrétisation des points convenus dans le cadre de la coopération bilatérale dans le domaine d'éthique. Mme Derdouri a indiqué que l'Algérie recourait au savoir-faire britannique pour le développement d'applications technologiques susceptibles de mettre en place des projets communs concernant notamment les start-up. D'autant que l'Algérie, a-t-elle ajouté, a des ambitions dans le domaine des parcs technologiques et possède des compétences en la matière. La première responsable du secteur a également évoqué la gouvernance électronique, estimant qu'il était nécessaire de promulguer de nouvelles lois pour réaliser la sécurité cybernétique et par conséquent faire face à la cybercriminalité, difficile à contrôler face au flux important d'informations. Pour sa part, Lord Risby a salué le niveau des relations distinguées qui unissent l'Algérie et la Grande-Bretagne à tous les niveaux, soulignant l'importance d'une coopération commune pour la promotion des relations économiques entre les deux pays, notamment dans le domaine d'éthique. Rien ne va plus entre la présidente du Parti des travailleurs, Louisa Hannoun, et Nadia Labidi, ministre de la Culture, qui a décidé d'intenter une action en justice contre la secrétaire générale du Parti des travailleurs pour diffamation, indiquée dans un communiqué repris par l'APS. Comme je l'avais annoncé, j'ai demandé à mes avocats de déposer plainte pour diffamation contre Mme Louisa Hannoun. Cette plainte a été déposée le jeudi 7 mai auprès du tribunal de Sidi Mohamed. Depuis quelques jours, Mme Hannoun ne manque aucune occasion pour accuser la ministre de la Culture de malversation et d'être impliquée dans des conflits d'intérêts. Cette action, intentée par la ministre de la Culture, aux déclarations de Louisa Hannoun, faites à Guelma, dans lesquelles elle déclarait « Nous sommes face à une délinquance ministérielle plus grave que le terrorisme. Pour la responsable du PT, il faut désormais chasser les gros poissons, ceux qui siphonnent l'argent public en utilisant des ministres et en leur donnant des ordres. » Louisa Hannoun dira qu'elle détient des preuves formelles de ce qu'elle avance comme accusation. Sur le plan international, en Irak, un double attentat à la bombe devant une mosquée chiite de Baled Rouz, dans la province de Diyala, a fait au moins 17 morts et 37 blessés, juste après la prière du vendredi, rapportent la police et les services de secours. Une voiture piégée a d'abord explosé près de l'entrée de la mosquée. Peu après, alors que les blessés étaient évacués, un kamikaze a fait exploser sa charge parmi les sauveteurs. Parmi les morts, figure un responsable militaire local, Adnan El-Tamimi. Dans un autre district de la province de Diyala, celui de Canaan, une voiture piégée a fait plusieurs blessés dans le parc de stationnement d'une autre mosquée chiite. Au Royaume-Uni, le Premier ministre sortant David Cameron reste à Downing Street. Les conservateurs ont remporté une large victoire lors des élections législatives. Selon les résultats définitifs publiés vendredi après-midi, le Parti conservateur s'est assuré la majorité absolue à la Chambre des communes avec 331 sièges contre 232 pour les travaillistes. Les libéraux-démocrates ont été écrasés, ne recevant que 8 députés sur leurs 57 sièges de l'Assemblée sortante. Fort de ces résultats, David Cameron est en mesure de mettre sur pied un gouvernement 100% conservateur. Ces résultats sont un camouflet pour les instituts de sondage et l'ensemble des experts politiques qui donnaient les conservateurs et les travaillistes au coude à coude et excluaient toute majorité claire au Parlement.
La Russie a fait étalage samedi de sa puissance lors de la plus grande parade militaire organisée sur la place Rouge depuis la chute de l'Union soviétique. Vladimir Poutine louant la contribution des Alliés dans la victoire contre l'Allemagne nazie il y a 70 ans. Des centaines de milliers de personnes sont réunies sur la place Rouge et aux alentours pour assister à ce spectacle militaire d'envergure. Une vingtaine de chefs d'État, dont le président chinois Xi Jinping, l'Indien Pranab Mukherjee, l'Égyptien Abdel Fattah Sisi, Nicolas Maduro, le Sud-Africain Jacob Zuma ou bien encore Raúl Castro. Aucun dirigeant occidental, en revanche, n'a fait le déplacement. Le conflit en Ukraine n'est cependant pas parvenu à gâcher les cérémonies, que Vladimir Poutine a voulu d'une ampleur inédite. Prenant la parole, le président russe a rappelé « C'est l'armée rouge qui, au terme d'un assaut dévastateur sur Berlin, a mis un point final à la guerre contre l'Allemagne hitlérienne. L'Union soviétique a pris part aux batailles les plus sanglantes. Avec plus de 25 millions de morts, la Russie a en effet payé un tribut terrible à la guerre. » Puis, sans rancune en apparence envers les absents, le chef du Kremlin a poursuivi. « Nous sommes reconnaissants au peuple de Grande-Bretagne, de France et des États-Unis pour leur contribution à la victoire. Nous sommes reconnaissants aux antifascistes de divers pays qui ont pris part au combat dans les rangs de la résistance et de la clandestinité, y compris en Allemagne elle-même. » En Espagne, un avion militaire Airbus A400M s'est écrasé ce samedi dans le sud du pays, selon une source aéronautique. Il s'est écrasé près d'une usine Coca-Cola, dans les environs de l'aéroport San Pablo, au moment de son décollage, d'après le quotidien El País. 8 ou 10 personnes se trouvaient à bord, a annoncé le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy a exprimé ses condoléances en annonçant qu'il annulait un meeting de campagne électorale à Tenerife, aux îles Canaries. Il y avait 8 à 10 personnes à bord, a-t-il déclaré, cité par les agences de presse espagnoles. Des sources aéronautiques ont précisé qu'il s'agissait du nouvel avion de transport militaire A400M. Bien que l'accident se soit produit à l'extérieur de l'aéroport, le trafic est suspendu. Les vols ont été déroutés vers d'autres aéroports. En Australie, un adolescent soupçonné de préparer un attentat à la bombe a été arrêté, ont annoncé samedi la police et le Premier ministre Tony Abbott, après avoir indiqué que le pays faisait face à une très sérieuse menace terroriste. Il y a eu plusieurs coups de filet à Sydney et Melbourne au cours des dernières 24 heures. Il y a eu au moins une arrestation. Nous avons la preuve qu'un attentat à la bombe était à un stade assez avancé de préparation, a déclaré M. Abbott à la presse. La police australienne a précisé qu'elle avait mené vendredi des perquisitions dans une maison au nord de Melbourne, avait fait exploser 3 engins explosifs rudimentaires et arrêté un adolescent de 17 ans qui a été inculpé de préparation d'actes de terrorisme. Le suspect, encore mineur et dont le nom n'a pas été révélé, devrait être présenté lundi devant un tribunal à huis clos. L'Australie a relevé en septembre dernier le niveau de son alerte contre le terrorisme, à la suite en particulier d'un départ d'au moins 110 de ses ressortissants vers l'Irak et la Syrie pour combattre au sein du groupe terroriste Daesh. Depuis, plus de 30 d'entre eux sont rentrés en Australie. Côté santé, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé samedi 9 mai la fin du virus Ebola au Libéria, après n'avoir constaté aucun nouveau cas de cette maladie durant une période de 42 jours. Cette durée représente 2 fois la période d'incubation. Le dernier malade mort au Libéria a été inhumé le 28 mars, d'après l'OMS. Des organisations médicales, à l'image de Médecins sans frontières, appellent toutefois à la vigilance. Dans un communiqué, l'organisme se réjouit de la fin du virus au Libéria, mais prévient, tant que de nouveaux cas sont encore découverts en Guinée et en Sierra Leone, pays touchés par la maladie, l'épidémie n'est pas encore terminée. Nous ne pouvons pas nous relâcher tant que les 3 pays n'ont pas atteint 42 jours sans aucun nouveau cas. MSF préconise enfin l'amélioration de la surveillance transfrontalière pour empêcher Ebola de revenir sur le territoire libérien. Au total, cette maladie qui touche principalement des pays d'Afrique de l'Ouest a infecté près de 26 593 personnes et fait plus de 11 000 morts. Insolite. Habiter dans les airs, auprès d'une montagne, au-dessus d'une forêt ou d'un lac au gré de nos envies. C'est le rêve que souhaitent exaucer 2 architectes designers russes du studio de design Artzona. Ils ont conçu Freedom, une maison aéronautique volant grâce à l'hélium et à l'air chaud, comme un dirigeable, et propulsée par des hélices. Celles-ci sont activées à l'hydrogène, lui-même produit grâce à la récupération d'eau de pluie et par les batteries solaires qui recouvrent la coupole. 8 ancres pneumatiques permettent d'accrocher la maison au sol à une colonne, une tour, un immeuble ou une montagne. Pour entrer dans la maison, il faut emprunter un ascenseur télescopique pneumatique ou la plateforme de cargaison. Les 2 designers ont en fait exhumé le projet d'une structure volante imaginée par des scientifiques soviétiques dans les années 80 et qui n'avait pas pu se concrétiser faute de financement et surtout en raison de l'effondrement de l'URSS.
Ils ont présenté leur projet à la presse russe en mars et cherchent désormais à faire aboutir un premier prototype. Freedom devrait coûter environ 6 millions d'euros et pourrait voir le jour au plus tôt dans 4 ans. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Numidia News.